Salut, bonjour, bonsoir en fonction de l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour ne rien rater, liker, commenter, partager. Je voudrais tout spécialement remercier toutes les personnes qui m'ont soutenu lors de ma dernière vidéo et qui le feront par la suite. Là, aujourd'hui, c'est quelque chose d'un peu spécial parce que c'est la première vidéo qui n'est pas une vidéo de présentation. La première story time et c'est en plus une histoire qui me tient particulièrement à cœur parce que c'est la story time de ma grossesse, de ma fille et voilà. Je vous laisse avec l'intro et on se retrouve après. Bon, cette histoire, c'est tout de même quelque chose. Avant tout, j'espère qu'elle va servir de leçon à certaines personnes parce que, clairement, est-ce que vous voyez ce genre d'adolescents qui ne veulent faire qu'à leur tête? Mais oui, c'est clair. Pour eux, les parents sont les méchants, c'est clairement moi. C'est clairement moi. Et franchement, j'aurais dû écouter ma mère, mais en fait, tous les années, j'aurais dû les écouter bien plus. Bien évidemment! Bien évidemment! Bien évidemment! Donc, ceux qui passent par là, les petits jeunes là de 16, 17, ceux qui sont bien chauds là, restez là et puis écoutez parce que c'est pas bon du tout. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Alors, de base, en fait, j'étais en relation à distance. Déjà, en relation à distance à ce jeune âge-là, 18, 19 ans, c'est quelque chose. Pas même pas pour qu'on a... Bref. De toute façon, c'est la jeunesse. Lorsque tu es jeune, tu es bête. Quand tu es bête, tu apprends. Du moins, en espérant qu'on apprenne des choses parce que ça fonctionne pas toujours. Alors, j'étais descendue en Martinique parce que j'étais en BTS. Déjà, on va commencer par là. J'étais en BTS, je finissais ma première année de BTS. Et pour ceux qui le savent, quand tu fais ta première année de BTS, il y a un stage obligatoire à la fin de l'année. Donc, moi-même, originaire de la Martinique, je me dis, tu sais quoi, on va faire un stage en Martinique. Parce qu'en plus, en Martinique, il y a une grosse entreprise qui est aussi présente en France, du moins dont le siège est en France, qui pouvait me prendre en stage. Donc, tout béneuf, t'es en Martinique, ça faisait quand même, je crois, un an et demi, voire 2 ans que j'étais pas descendue en Martinique. Je me dis, belle aubaine, tu vois. Donc, du coup, je descends en Martinique pour mon stage. Normalement, le stage, c'était fin mai. Donc, fin mai, mon stage, normalement, c'est jusqu'à fin juin. Et après, bon, je suis restée pendant les 2 mois de grandes vacances. Du coup, j'avais mon copain mon copain de l'époque qui était en Martinique. Donc, voilà. Quand t'es jeune, t'es bête, machin truc. Genre, les jeunes expérimentent des trucs, machin truc. Je vais pas vous faire de dessin, je vais pas vous expliquer, vous savez déjà, hein. Donc, arrive le mois de juillet. Mon entreprise me garde en contrat saisonnier pour tout le mois de juillet. Donc, l'aubaine, ça me permet de me faire un peu d'argent de poche pour la fin de l'été. Même pour le début de l'année scolaire, j'allais travailler dans le mode je commence à, je crois, 7h du matin et je finissais vers 16, 17. Déjà, les mois d'avant, l'aubaine pour moi, j'avais un oncle qui était traiteur. Il travaillait près de chez ma grand-mère. Donc, du coup, je pouvais manger quand je voulais parce que il faisait à manger tous les jours. Les restes, je pouvais les prendre. Donc, je mangeais bien. Le mois de juillet, je me sentais bizarre. Je pouvais même pas finir la banquette qu'on me préparait le matin quand j'allais travailler. Le Coca-Cola, c'est une boisson qui, en temps normal, me rendait malade. Genre, j'ai plus fait du coca, j'étais malade. J'avais mal au ventre. Là, le Coca-Cola me soulageait. J'avais des sensations bizarres. Je me suis dit, non, ça peut pas être ça. Ça peut pas être ça. Et en ce temps-là, mes règles n'étaient pas très... J'étais pas très régulière, donc du coup, ça m'a pas plus mis la puce à l'oreille que ça. Le mois passe, la fin du mois, j'arrive presque à la fin de mon contrat et j'ai un meilleur ami. Donc du coup, j'étais au téléphone avec mon meilleur ami et tout, j'explique la situation. Il me fait, ouais, vas-y, c'est là que t'es enceinte. Je dis, non, me dis pas ça, on est en train de rigoler. Donc le soir même, mon père vient me chercher au travail. Et je me rappelle plus comment, mais on arrive vers Fort-de-France à Sainte-Thérèse pour ceux qui connaissent. Et vous savez qu'il y a une pharmacie à Sainte-Thérèse. C'est important, retenez bien pharmacie Sainte-Thérèse. Je vais à la pharmacie de Sainte-Thérèse. Parce que j'ai dit à mon père que je me sentais fatiguée, donc j'allais prendre un truc contre la fatigue. Donc j'achète genre, je crois les trucs là de L52, mais je prends un test de grossesse quand même. Je vais vous expliquer pourquoi c'était important la pharmacie de Sainte-Thérèse. Parce que ce qui m'arrive, franchement, le karma. J'ai dans ma famille, une bonne partie de ma famille qui travaille dans le domaine médical. J'ai ma grand-mère en ce temps-là qui était infirmière libérale et ma tante aussi, infirmière libérale sur la ville du François. Donc, si je vais... En plus, avec ma tête, vu que des fois je faisais des tournées avec elle, donc des fois les gens connaissent ma tête.
si j'avais tellement peur qu'on reconnaisse ma tête si j'allais dans une pharmacie, François. Donc, en France, c'est comme si... bon, vas-y, qu'est-ce que je peux dire? C'est comme si, voilà, t'habites à Paris 12e, d'accord, Paris 12e, tu vas jusqu'à Montreuil, dans une pharmacie à Montreuil chercher un test de grossesse. Voilà, c'est exactement ça. Ben, je pouvais pas me permettre d'aller, François, chercher un test de grossesse. Depuis qu'on me reconnaisse et qu'on dit ça va, oui, allô, j'ai vu ta nièce, puisque en sortie les commérages, ça va. Oui, j'ai vu ta nièce au bout du François dans la pharmacie. Et là, je l'ai vu, elle a acheté un petit test de grossesse là. Non, me dis pas que l'enfant déjà à son âge. Franchement, ça aurait été le scénario catastrophe pour moi. Là, ça aurait été la pure catastrophe pour moi. Donc, je prends mon petit test de grossesse. Et le lendemain matin, parce que c'est marqué qu'il faut faire ça tôt le matin, au réveil, j'ai fait mon test de grossesse. Le truc n'a même pas fini. Tu vois, ça c'est de laisser 5 minutes le temps que, même pas 1 minute, le truc affiche les 2 bords. Je ne vous laisse pas deviner mon état psychologique. Moi-même, les larmes commencent à monter. J'apprends mon téléphone, j'appelle mon meilleur ami, je lui dis, déjà, je sors de la maison, je vais jusque devant l'entrée de la porte, genre comment on appelle ça, du portail, puisque devant chez ma grand-mère, il y a de la pelouse, donc histoire de m'éloigner un maximum des personnes pouvant être présentes dans la maison. Je commence à chuchoter, oui, je dis à mon meilleur ami, oui, je sais pas quoi faire, le test s'avère positif, mais moi j'ai mes études, je sais pas comment dire ça à mes parents, je sais pas comment je vais faire. C'était quelque chose, c'était vraiment quelque chose. Franchement, la comédie, c'est même pas une comédie, mais là, ça me fait rire. Qui t'avait envoyé aussi? Qui t'avait envoyé? Ils savaient que je devais partir parce qu'à la même période, j'étais à l'auto-école pour faire la conduite, passer mon permis. Déjà, ce matin-là, j'étais quelque peu bouleversée. Ma monitrice l'a remarqué. À la fin, je suis au bout du François et normalement, je crois que c'était mon père ou... Je sais plus qui devait venir me chercher, mais je profite du moment où il y a personne autour de moi. J'appelle ma cousine. C'est la cousine de laquelle je suis la plus proche. Elle dit oui, je te laisse. Je sais, j'ai un truc à te dire. Ça commence par E et ça finit par E. Elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu me dis là? Tu es enceinte? C'était quelque chose, mais bon, par chance, c'est pas une cousine qui juge. Au contraire, bon, même si je fais mes conneries, elle est toujours là pour m'épauler. Au moins, c'était les 2 premières personnes à être au courant. La 3e personne, c'était une amie de la famille de qui était comme ma mère, qui nous considère comme ses filles. Ça a été aussi quelque chose de le lui annoncer, sachant que même mes parents n'étaient même pas au courant. Je me suis dit, écoute, tu es peut-être à 4 semaines. J'ai commencé à faire toutes les recherches, oui, tout ce qu'on peut faire. Du coup, j'ai fermé ma bouche. J'ai choisi de fermer ma bouche, de ne rien dire, d'accord? Parce que normalement, j'étais censée partir mi-août pour la France. Donc, je suis en Martinique, je fais tout ce que j'ai à faire. Je vis mes vacances comme j'ai à vivre mes vacances, sans même me préoccuper de ça. Et je commence déjà à prendre rendez-vous parce qu'il y avait Doctolib. Donc, sur Doctolib, tu peux prendre rendez-vous, même si tu n'es pas sur place, tu vois. Donc, je prends rendez-vous pour une gynécologue le lendemain de mon retour en France. Donc, ces 2 semaines passent. Je fais ma vie. Quand j'arrive en France, les problèmes vont commencer. Je vais chez la gynécologue, je lui explique tant bien que mal la situation. Par chance, franchement, je suis tombée sur un amour. La gynécologue était juste au top. Principalement, on est courant. Si on a, franchement, ce sont des pots de fâche. On va se le dire clairement. Et donc, du coup, elle me fait mon échographie et elle m'annonce que j'ai dépassé les 7 semaines. Donc, ceux qui connaissent déjà, vous savez à quoi correspondent les 7 semaines. 7 semaines, tu ne peux plus faire... Désolée, j'avais enlevé mes boucles d'oreilles. Je sais pas qu'est-ce qui m'a pris de les mettre. Mais frère, elles sont lourdes. Elles sont lourdes. Faut souffrir pour être belle, mais je suis pas prête à souffrir autant pour une vidéo. Les 7 semaines, en fait, tu peux avoir l'avortement médicamenteux jusqu'à 7 semaines et au-delà des 7 semaines, c'est avortement chirurgical. Sachant que par rapport à ma famille, déjà, ils sont pas vraiment pro. Ils sont pas, c'est pas une sorte, ils sont pas pro-avortement. Moi, de base, je ne suis pas pro-avortement. Mais là, c'était un cas d'extrême urgence. J'avais pas toute ma tête. J'étais en mode paniquée. Je ne savais pas quoi faire. Elle m'a quand même fait toutes les lettres qu'il fallait. Elle m'a quand même pris le rendez-vous. Il fallait quand même que j'ouvre ma bouche, que je dise à mes parents, ben, il y a ci, ça. Franchement, j'arrive à un stade où je ne savais plus quoi faire. Je discutais avec mes cousines, je discutais avec certaines de mes amies, mais mes parents n'étaient toujours pas au courant. Donc, début septembre arrive la rentrée.
Je vais à l'école comme si de rien n'était. Je crois que c'est cool quand même 10 jours, 2 semaines. Oui, on arrive mi-septembre. Là, je me dis, mais il faut quand même que tu fasses quelque chose. Sachant que j'avais jusqu'à fin septembre. Jusqu'à fin septembre pour pouvoir faire ce qui pourrait potentiellement être fait. Et je décide d'appeler une de mes tantes maternelles. Donc, je lui explique la situation. Elle est posée. Elle appelle ma mère. Elle appelle ma mère parce que je lui ai demandé d'appeler ma mère pour la mettre en conférence, histoire que le truc passe un petit peu mieux, tu vois. Donc du coup, j'appelle ma mère, du moins, elle appelle ma mère, on est en conférence et je lui dis, écoute, maman, je trouve que je suis patiti, patata. Ma mère m'a fait directement, par contre, ton histoire d'avortement, tu ne vas pas avorter, je t'ai tenté d'avorter. On va gérer, on va gérer. Ce qui me... Ça m'a... Franchement, j'étais hyper surprise. Parce que de mes deux parents... Le parent avec lequel j'avais le plus de conflits, c'était ma mère. C'était ma mère. Et franchement, bon, ça m'a quand même soulagée. Donc, je me dis, il faut que j'annonce ça à mon père. J'adore d'être chez ma cousine. Ma cousine. J'appelle mon père. Et je lui fais, papa, j'ai un truc à te dire. Promets-moi juste. Mais promets-moi juste de ne pas t'énerver. Parce que mon père, autant il est calme. Mais lorsque le gars commence à t'énerver, babiller dans ta tête, c'est quelque chose. Mon père me fait, je lui dis, qu'est-ce que tu as à me dire là? Je lui dis, papa, il se trouve que pendant les grandes vacances, je suis tombée enceinte. Sachant que quand je suis en Martinique, je suis chez mon père. Je dis, moi, chez ma grand-mère, chez mon père. Je me fais quoi? Il commence à parler. Il reste relativement calme par rapport à ce à quoi je m'attendais. Mais bon, au moins il était au courant. Fin septembre, il se passe ce qui ne se passe pas. Finalement, je n'invente pas. Je décide de garder l'enfant. Je dis bien l'enfant. Je fais mes prises de sang parce qu'il y a beaucoup de prises de sang à faire. Surtout que je n'étais pas immunisée contre la toxoplasmose. C'est une bactérie qui peut être nocive pour le fœtus. Quand c'est pas le cas, tu es obligé de faire une prise de sang par rapport à ça tous les mois. Du coup, je fais tout ce que j'ai à faire. Contrôle en octobre, puisque septembre c'est la fin de mon premier trimestre. Donc en octobre, normalement dès octobre, si je me souviens bien, dès le 4e mois, tu peux déjà essayer de savoir le sexe du bébé et aussi tous les tests de fin de premier trimestre pour savoir est-ce que l'enfant n'est pas porteur de la trisomie. Donc je fais tout ça. Jusque-là, ça se passe bien. Les échographies, jusque-là, se passent bien. Ah oui. J'ai dû dire à mon école du coup que j'étais enceinte. Sachant que ma première année, ça a été quand même un parcours du combattant par rapport à ma santé, on va dire, mentale. Donc je suis aussi tendance migraineuse, donc j'ai beaucoup de migraines et les migraines des fois sont vraiment intenses sur ma personne. Je peux pas me lever, je ne supporte aucune lumière, c'est aucun bruit, mais sur le plan mental, ça avait été compliqué. Donc j'étais quand même sur la corderie. Donc bon, je leur ai quand même dit, par chance, j'avais une CP franchement au top. Il m'a quand même soutenue. Donc voilà, franchement, c'était génial. Je fais à l'école, du coup, toute la classe, le prof est au courant, la classe est au courant. C'était quelque chose. C'est-à-dire qu'un jour, je crois qu'on avait fait une sortie scolaire. On était allé à comment on appelle ça? On était allé à un salon. Ce jour-là, à la fin de la journée, j'avais ma visite chez la gynécologue, puisque j'avais choisi une gynécologue qui était proche de mon école, mais pas trop loin de chez moi, sachant que j'étais suivie par la PMI qui est à côté de chez moi. Et par chance, la sage-femme, elle venait à domicile après les cours. Quand il fallait qu'elle fasse mes visites, je vais chez la gynécologue. J'ai fait mon contrôle, on est tous excités, on a commencé à lancer des paris dans la classe. Oui, c'est une fille, c'est un garçon, patiti, patata, en lot bagaille. Juste avant ça, j'étais avec une amie. Donc elle me dit, oui, je pense que c'est une petite fille. Donc moi je pense que c'est une petite fille. Je vais chez la gynécologue et rien ne se passe comme prévu. L'enfant est en position, elle ne veut clairement pas montrer ce elle est. La gynécologue ne parle pas. Moi, à aucun moment, dans mon état d'esprit, je vois qu'il y a un problème. La gynécologue imprime tous les documents, me fait, il faudra que vous reveniez me voir dans une semaine. J'ai fait, comment ça? Me fait, bon, il y a un léger souci. Mais il faut que vous reveniez me voir dans une semaine. Sachant que bon, elle me l'a pas dit aussi calmement. Elle était... En fait, le ton sa voix était comme une sec. Je sais pas est-ce que c'est comme ça qu'elle était, mais elle était comme une sec. Sa voix était sèche. Je me dis, ok, d'accord. Elle me dit,
il y a un léger retard, mais il faudra que je recontrôle ça dans une semaine. Je dis ok, donc je pars, puis j'appelle mon meilleur ami, je lui explique la situation. Je stresse, il me fait non, t'inquiète, c'est peut-être rien de grave. Du coup, le lendemain, j'ai rendez-vous avec la sage-femme et je lui donne tout le compte rendu comment on appelle ça, le compte rendu que la gynécologue m'a donné et tout. Elle me dit stop, ce soir tu envoies un message, tu restes alité, tu ne vas plus en cours. Il faudra que tu ailles à l'hôpital, aux urgences de l'hôpital gynécologique de l'hôpital qui te suit pour qu'ils activent le suivi parce que là, il y a ce qu'on appelle un retard de croissance intra-utérine. Ça veut dire que le fœtus ne se développe pas comme il devrait se développer. Donc, je suis enceinte alors que je suis en train de faire mes études que je n'ai pas finies et que je suis loin d'avoir terminé. Je suis en 2e année de BTS. Je n'étais pas censée être enceinte. J'ai fait une connerie de jeunesse. Et je me retrouve à ne plus pouvoir aller en cours parce qu'il y a un souci avec le fameux fœtus que j'ai gardé. Je ne dis pas ça pour dire que je regrette quoi que ce soit, je ne regrette rien du tout. Donc du coup, j'envoie un message à ma meilleure amie qui, par chance, ma meilleure amie, c'est une fille avec laquelle j'étais en cours. Donc je lui envoie un message, je lui explique la situation. Donc elle m'a fait pas de soucis. La sage-femme a fait un mot pour justement l'école que j'ai envoyé à l'infirmière de l'école pour, ça justifierait mes absences. Moi-même, je suis pas bien. Je vais aux urgences. J'attends quand même, je crois, une bonne heure et demie, je pense. Hein. On me reçoit. Ils me font une échographie. Ils me disent... La gynécologue de l'hôpital va vous rappeler d'ici quelques jours. Oups, je suis en train d'être tremblée. Mon Dieu, ça fait moi que je n'ai pas raconté cette partie-là. Donc du coup, c'était quand même... mon Dieu, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? C'était tout de même... Aïe mon Dieu, attendez, wait, je reviens. A few moments later. Puis j'ai été prendre des Kleenex au cas où. Parce que je sens un truc monter sur moi et c'est pas bon du tout. La gynécologue de l'hôpital me rappellera pour fixer un rendez-vous. Moi-même, je suis pas bien. Et quand moi, je suis pas bien, je suis le genre de personne, je ne donne de nouvelles à personne. Je reste enfermée sur moi. Je gère ma crise à ma manière. Personne n'a de nouvelles de moi. Ma mère stresse comme pas possible. Elle m'appelle, je ne décroche pas. Les gens m'appellent, je ne décroche pas. Ma mère finit par appeler l'hôpital. L'hôpital m'appelle. Oui, mademoiselle Belle. Que se passe-t-il? Tout va bien? Votre mère nous a appelé, elle n'a pas de nouvelles de vous. Vous êtes sûr que tout va bien? Moi, j'appelle ma mère. Du coup, je lui explique la situation. Elle a pris comme elle a pris. Par chance, j'ai une grand-mère aussi qui m'a soutenue. La grand-mère maternelle parce qu'elle elle a connu certaines difficultés. Parce qu'elle a quand même eu, je crois, désolée maman, mais je crois qu'elle a dû avoir 12 enfants, je crois. En tout cas, elle a connu des difficultés lors de ses grossesses. Donc du coup, elle m'a soutenue parce qu'elle savait ce que c'était. Quand je suis allée au rendez-vous qu'on m'avait fixé chez la gynécologue, là aussi c'était quelque chose, mais c'était vraiment quelque chose. Du coup, on me reçoit, je vous explique, on me reçoit, le rendez-vous dure à peine 6 minutes. On me dit, mademoiselle Pelli, écoutez, vous allez patienter. Je vais appeler un hôpital qui vous recevra. J'ai rendez-vous, je crois, à 9h. Si je me cite, dans mes souvenirs, c'était 9h. De 9h à 17h, je suis à l'hôpital. 17h, une ambulance vient me chercher et m'emmène à un hôpital, à l'hôpital Powell qui est dans le 14e. Du coup, je vais là. Mais moi-même, je ne savais pas. Je suis portée avec le strict minimum, mon dossier de grossesse, mon sac à main, et c'était tout. Donc, 9h, 17h, on me transfère dans un hôpital. J'attends quand même, j'attends. Et on m'installe dans une chambre, on me dit, madame, vous êtes hospitalisée. Je dis quoi? Donc, j'avais juste mon strict minimum. J'avais pas d'affaires. Rien. J'appelle l'amie de la famille qui était au courant justement que j'étais enceinte. J'appelle ma meilleure amie. Genre, je leur explique la situation. Donc, par chance, j'ai été bien entourée. Ma meilleure amie, le lendemain, j'ai avec des filles de la classe. Elles m'ont amené de quoi m'habiller, brosser les dents, me doucher. Elles m'ont rendu visite, quoi. L'amie de la famille m'a aussi amené du linge. Elle a pris aussi le linge. Elle l'a ramené chez elle pour le laver. Elle me l'a ramené le lendemain. Pendant toute cette période d'hospitalisation, ça a duré quand même une semaine. Puis j'ai fait des examens, on a fait des monitoring, des échographies. Et la partie que je n'aime pas, le médecin vient avec aussi des internes du coup, parce que c'est un hôpital aussi universitaire je crois. Le médecin vient et me parle et me dit, madame écoutez, il y a 4 options qui s'offrent à vous. C'est soit vous accouchez d'un enfant mort-né, soit vous accouchez d'un enfant il vit et meurt, soit vous accouchez d'un enfant qui a des séquelles après par la suite, soit vous accouchez d'un enfant
et tout va bien. Mais franchement, j'ai 20 ans, je n'ai pas la maturité pour ce qui se passe, je ne comprends même pas ce qui se passe. Donc imaginez assimiler tout ça. C'était un genre, j'étais vraiment pas bien. J'ai appelé mes proches, on a discuté. C'était quand même compliqué parce que là, on était à un stade de non-retour. Là, on pouvait même plus retourner en arrière, rien du tout. Et même si on pouvait retourner en arrière, c'est pas sûr que je puisse le faire. Quand je sors de tout ça, on me fixe des rendez-vous hebdomadaires pour contrôler où en est la grossesse, si le bébé est viable surtout, c'est signe vitaux et tout ça. Je crois qu'il y a un nombre de semaines et un poids qu'il faut atteindre pour pouvoir faire sortir le bébé. Ça se fait mi-novembre, tout ça, l'hospitalisation ça fait mi-novembre. Tout le mois de décembre, je vais à l'hôpital. Pour elle, c'était à 1 heure de chez moi. Je vais à l'hôpital. Et c'était tous les vendredis, je me rappelle de ça. C'était tous les vendredis, je vais à l'hôpital, je fais mes examens, des prises de sang, des échographies. Et ensuite, je rentre chez moi. Je fais ça. Ma mère vient à Noël. Je me rappelle, elle est venue à Noël. On passe Noël, les fêtes de fin d'année ensemble. Et le prochain vendredi, après Noël, où j'ai rendez-vous, on me dit, écoutez, on vous garde. J'ai fait pardon. Sachant que j'étais toute seule à Paris parce que ma mère était repartie. Je n'avais pas de vêtements parce que j'étais venue avec, encore une fois, le strict minimum. Puisqu'à chaque fois que je viens, on me dit oui, vous pouvez rentrer chez vous. C'est pas encore le moment. Et je leur dis, écoutez, je veux bien que vous me gardiez. Mais là, à l'heure actuelle, je n'ai personne pour ramener mes affaires. D'accord? Donc, est-ce que c'est possible de partir? Bien sûr, je fais attention de revenir avec mes affaires, ma valise. Et là, vous m'hospitalisez sans problème. Donc, par chance, ils m'ont dit oui. Je suis rentrée chez moi. J'ai reçu revenir avec mes affaires, bien sûr en prévenant les gens parce que non plus, faut quand même prévenir à ce moment-là. On m'a installée dans ma chambre et tout. Donc du coup, chaque jour aussi des examens, monitoring. Sachant que des fois, cet enfant faisait des fausses alertes parce que des fois, son cœur, le rythme de son cœur baissait, mais après, il revenait à la normale. Elle m'a fait ça le coup 3 fois. Sauf que moi, j'étais pas prête. Je suis le genre de personne. Bon, même si j'ai tous mes piercings, tout ce qui est aiguille, ça me fait peur. Tout ce qui est aiguille, ça me fait peur. On m'avait déjà posé le patch M là. C'est un patch qu'on met pour les enfants. J'assume. Oui, j'assume. On me passe un patch pour les enfants pour pouvoir me poser un cathéter. J'assume. Et ceux qui sont prêts à juger là, je veux vous voir dans la situation. Vous n'êtes pas prêt à ce qu'on vous le pose, j'aimerais vous voir dans la situation. Au final, bon, fausse alerte, on m'enlève le patch, je remonte dans ma chambre. Le 31 décembre 2018, tout bascule. Je suis dans ma chambre, le matin, mon monitoring matinal. On me sert mon repas, patati patata. Je suis dans la salle de bain, je suis en train de me coiffer. Sachant qu'à cette période-là, j'avais les cheveux courts et j'étais en transition, donc les cheveux repoussaient. Donc je me coiffe. On vient me chercher. Oui, madame un-tel, vous devez venir pour une échographie d'urgence. J'ai la moitié de ma tête qui est coiffée, l'autre moitié qui est en ching-pong-tong. Et attendez, la gynécologie pour l'échographie, il y a quand même 2-3 minutes de marche dans l'hôpital, un hôpital bondé parce qu'on était en pleine journée. Je crois que c'était là, on était en matinée, donc l'hôpital est bondé. En plus, j'étais accoutrée d'une manière fortement douteuse. Imaginez, limite on me prend pour une folle. On se dit mais l'hôpital psychiatrique c'est pas là. Donc du coup, je traverse l'hôpital. À peine installée sur la table pour faire l'échographie, on me dit, madame, vous avez une césarienne d'urgence dans 30 minutes, 1 heure. Moi, mais qui ça? Non, il n'y a pas à me dire ça. Déjà, me poser une aiguille, c'est quelque chose. Mais, J'étais en panique, j'appelle ma mère, j'arrive pas à joindre ma mère. Du coup, j'appelle mes frères, mon frère, j'explique vite fait la situation parce que j'ai pas beaucoup de sang. Il faut que je fasse ma douche pré-op, il faut que je fasse tout ce que j'ai à faire, il faut qu'on me pose le cathéter. J'étais en stress total, là j'en tremble carrément. Quand mes frères arrivent à joindre ma mère, en ce temps, j'appelle l'ami de la famille, je lui dis ouais, on va me faire une césarienne toute minute, tout. J'appelle une de mes tantes. J'ai réussi à appeler mon père parce que le père de l'enfant ne décroche pas. Ceci en passant, c'est la seule fois où
il est mentionné. Franchement, c'était l'heure la plus stressante de ma vie. La plus stressante, parce que c'était vraiment quelque chose. J'étais vraiment pas préparée à ça. Même avec tout ce qu'on m'avait dit avant, toutes les discussions que j'avais eues avec les médecins, j'étais vraiment pas prête à ce moment. Et c'était le moment le plus stressant et limite le plus traumatisant de ma vie entière. J'en suis sûre. On me pose le cathéter, j'étais crispée. On m'emmène en salle avant de préparation ou dans ces salles-là, en général, étant donné que j'étais toute seule et que on me demande le nom du bébé parce que césarienne, je suis sous anesthésie, pas générale, locale, c'était quelque chose. Par chance, ma mère, mon frère a réussi à joindre ma mère a réussi à joindre une de mes tantes. Par chance, ils sont en Paris parce que mon oncle avait des examens médicaux. Tante arrive à l'hôpital. Franchement, elle m'a accompagnée dans le bloc, quoi. Et franchement, ça m'a quand même aidé, ça m'a vraiment aidé. Donc avant de partir au bloc, je donne le prénom que je veux donner à ma fille. Il me passe les premiers produits et la douleur qu'on doit passer ces produits-là, c'est quelque chose. Donc du coup, je vais au bloc. Le fun fact, mais celui-là, c'est vraiment un fun fact. Déjà, c'est au bloc qu'on pose l'anesthésie. On m'a fait une première piqûre en bas du dos pour anesthésier la zone et une deuxième piqûre pour injecter l'anesthésie. Mais le fun fact, du moins un des fun facts, parce qu'il y en a plusieurs, je crois. À mon sens bien sûr. Le premier fun fact, c'est que je vous épargne les sensations, je vous épargne tous les détails. Mais en fait, normalement, quand tu es sur la table de bloc, tu es allongé, sauf que moi, je sens que comme si j'ai une jambe qui est normale et l'autre jambe, comme si elle est retournée, limite, mon pied, il est retourné, mais à 180 degrés. Je dirais au chirurgien, excusez-moi, monsieur, mais c'est possible d'arranger ma jambe, s'il vous plaît, parce que j'ai l'impression qu'elle n'est pas bien positionnée. Le gars s'arrête. Il est comme ça. Le mec s'arrête. Il me regarde. Il regarde ma jambe. Il me regarde. Il fait, madame, vos jambes sont bien posées en fait. J'ai fait, ok, d'accord. Donc, on sort ma fille. Franchement, elle était toute minuscule. Déjà, le souvenir que j'ai, le premier souvenir de ma fille, on va mettre côté de merde. Franchement, j'attends de vous voir dans ces situations-là. En plus, une enfant aussi petite qui n'est même pas censée sortir. Le premier souvenir que j'ai de ma fille, c'est Gollum. Je me suis dit, merde, ma fille ressemble à Gollum. Vous voyez Gollum? On va vous mettre la photo. Je vais pas vous mettre la photo de l'enfant parce que j'ai pas la photo de l'enfant lorsqu'elle est sortie. Mais je me suis dit, l'enfant ressemble à Gollum et je suis sa mère. Enfin, non, j'étais vraiment contente qu'elle sorte. J'étais vraiment contente parce que c'était quand même quelque chose. Le fait qu'elle sorte, en fait, déjà, on l'a fait sortir plus tôt. Parce que je vous ai pas dit, on l'a fait sortir plus tôt. Parce que son rythme cardiaque diminuait. Et le souci qu'il y avait, c'est que mes deux artères qui sont reliées, je sais pas comment on appelle ça, mes deux artères utérines, je pense. En fait, il n'y avait aucun flux, rien ne passait, plus rien ne passait. Donc, tous les nutriments qui sont apportés au bébé, normalement, ne passaient pas. Il n'y avait rien du tout. Donc, du coup, la vie de ma fille était en danger. Oh mon Dieu! Donc, on m'a recousu. J'étais en salle de réveil. Quand je suis sortie de la salle de réveil, qu'on m'a emmenée à ma chambre, ma mère était présente, puisque je suis restée quand même longtemps au bloc, Quand ma mère était présente, il y avait, je crois, l'amie de la famille était là, ma tante aussi. Parce que ma tante aussi était venue. Franchement, tout ce petit monde était là pour moi. Ça m'a quand même fait chaud au cœur. Ça faisait du bien, franchement, ça faisait du bien d'avoir sa famille autour de soi. Pas toute la famille, mais certaines personnes étaient là et ça faisait du bien. J'ai dû quand même attendre 24 heures pour pouvoir voir ma fille parce que quand on t'a charcuté, c'est quand même compliqué de te relever. Déjà, tu peux pas te relever comme ça. Je suis restée quand même 12 heures avec une sonde. Bref, je vais vous épargner les détails. En tout cas, c'était pas possible déjà les 12 premières heures de me lever et d'aller voir ma fille, sachant que ma fille, elle est considérée comme étant une grande prématurée parce qu'elle est née à 27 semaines plus 5 d'aménorrhée. Ça correspond à 6 mois. Elle est née à 6 mois. Quand c'est comme ça, il y a des soins et on lui fait des soins. Et elle est en ce qu'on appelle en unité de réanimation néonatale. C'est à, je crois, 2 étages en dessous de ma chambre. Je vous laisse imaginer le périple pour y arriver. Ça a été quelque chose, sachant que moi, je devais rester que 4 jours à l'hôpital. Normalement, s'il n'y a pas de complications, tu restes 4 jours à l'hôpital. Donc déjà, j'étais affolée parce que je ne savais pas comment j'allais faire pour aller voir ma fille, sachant
sachant que, une césarienne, j'habite à je sais pas combien de minutes à 1 heure quand même, à 1 heure de l'hôpital. Il faut que je prenne les transports parce que en ce temps-là, j'avais pas de voiture. Il faut prendre les transports. Alors, je vous laisse imaginer les transports de Paris après une césarienne. Mais bon, ma mère, quand elle me restait avec moi, elle m'a aidée. Ma première douche, c'est quand même ma mère qui me l'a donnée à l'hôpital. Je crois que c'est la première fois que j'ai vu ma fille. Mais ça, c'est quelque chose. Alors, quand j'arrive, je dis oui, bonjour. Ça c'est la première fois que j'étais en chaise roulante, accoutrée d'une manière très douteuse, vous vous en douterez, avec une tête, mais une tête. Franchement, la prochaine fois que j'accouche, si Dieu me le permet, j'amène un beauty squad derrière moi. Hors de question. Parce que ma tête, j'étais pas coiffée. Franchement, ça me... limite, c'est un cauchemar. J'arrive, parce qu'il y a un accueil, je dis bonjour, je suis la mère de tel enfant. On m'amène voir un enfant dans un poste, dans un poste. Donc du coup, je me dis, attends, c'est moi où j'étais parce que à mon souvenir, ma fille n'était pas aussi grande. Après, si elle est grande, ça veut dire que je vais rester le moins longtemps que possible à l'hôpital et que je vais pouvoir rentrer avec mon bébé. J'ai le temps de tenir l'enfant, je lui parlais. On me cherchait, oui, non, c'est pas le bon enfant. En fait, ma fille était dans un autre poste. Sauf que, en fait, on était face à des enfants qui avaient le même prénom. Sauf l'orthographe était différente. Donc, quand j'arrive et je dis, oui, je suis la mère de tel enfant, lorsqu'on entend, on me dit, ok, c'est... Sauf que non. Franchement, l'orthographe, c'est le jour et la nuit, ça n'a rien à voir. Mais c'était le même prénom. Donc, je vois ma fille. Après... Ce que je vous ai dit, oui, j'ai eu l'impression que ma fille ressemble à Gollum. J'arrive, je me dis, ma fille ressemble à un crapaud. Parce que l'enfant, en fait, quand les enfants naissent, ils ont les yeux gonflés. À plus forte raison, les enfants prématurés, les yeux sont enflés. Donc du coup... Ne vous inquiétez pas, ma fille pourra regarder la vidéo quand elle sera plus grande. Et là, j'ai tenu un carnet dans lequel je détaille toutes mes pensées, toutes ses avancées au fur et à mesure du temps qu'elle était à l'hôpital. Donc, elle va le lire aussi. Donc, ça, c'est pas un souci, d'accord? J'ai pu prendre des photos de ma fille, puisqu'en plus, elle était en incubateur et elle avait... Non, elle était en incubateur. Par contre, elle pleurait, mais elle pleurait, mais... Oh là là, mais l'enfant, elle pleurait, mais... Un cri strident, t'as peur. T'as vraiment peur, mais bon, bref. Donc j'ai pu prendre les premières photos de ma fille. Bon, elle était minuscule. L'enfant, plus léger. Aucun paquet de papier, de feuilles A4, elle était plus légère et plus petite qu'une règle de 30 cm. Donc, franchement, c'est quand même impressionnant à voir. T'as l'impression que l'enfant est très fragile, plus fragile qu'un bébé qui n'est en bonne santé, au bon poids, à la bonne taille. Franchement, c'est vraiment impressionnant, à la fois effrayant et à la fois fascinant. Elle allait bien, elle pouvait respirer par elle-même. Mais bon, pour pas trop la fatiguer, elle avait un masque qui lui insufflait de l'air avec un brin d'oxygène, si je ne me trompe pas. Mais en tout cas, ça lui insufflait de l'air et ça faisait aussi fonctionner ses poumons correctement sans la fatiguer. Donc bon, après je suis remontée dans ma chambre, mais bon, les jours d'après, je suis venue la voir. Ça n'a été que le lendemain. Ma mère m'a accompagnée, que j'ai pu faire mon premier pot à pot. Franchement, c'était stressant parce que, du moins, ça a été stressant au moment où on m'a sorti ma fille de l'incubateur et qu'on est venu me la poser. J'avais tellement peur de faire quelque chose de mal, tellement peur de blesser l'enfant. Mais bon, ça s'est bien passé. Puis là, mon enfant était tellement petite qu'elle tenait dans le soutien de grossesse. Donc, pour ceux qui savent à quoi ressemble le soutien de grossesse, limite, franchement, c'était rassurant parce que dans le fauteuil, on me la mettait dans le soutien de grossesse et je pouvais m'assoupir parce que c'est quand même un moment relaxant, apaisant. Tu peux t'assoupir dans ce moment-là. Donc, ça m'a quand même rassurée parce que l'enfant pouvait pas tomber du coup. À moins que moi-même je tombe, ce qui m'étonnait, c'est que j'ai des accoudoirs et tout. Mais je ne pouvais pas tomber. Donc franchement, c'était quand même de bons moments. Et voilà, c'était quelque chose. Là maintenant, on va arriver au moment où je sors de l'hôpital. Donc ça veut dire que ma fille reste à l'hôpital. Parce que bon, elle est clairement pas en état de sortir. L'enfant fait... Parce que au moment où je suis sortie, elle avait atteint, je crois, les 30 cm. Elle est clairement pas en état de sortir de l'hôpital. Elle ne peut pas respirer toute seule. Puisqu'elle a encore le... Comment ça s'appelle? Le masque. Donc je rentre chez moi toute seule, bon, avec ma mère bien évidemment, mais qui restait franchement, parce que ma mère est vers l'Alsace. Elle était descendue vers genre en région Rhône-Alpes et elle remontait vers l'Alsace.
Donc elle a dû bifurquer vers Paris. Franchement, je sais pas qu'est-ce que j'aurais fait sans elle. Elle va entendre ça, elle va voir ça. Oui maman, c'est ça que j'ai dit, tu ne rêves pas. Voilà. Avec ma mère, on rentre. Heureusement parce que c'était le logement de mes études. Le logement des études, c'est 2e étage avec des escaliers. Limite, c'est une échelle de meunier. Je marchais. Limite, on mettait moi et ma grand-mère maternelle à marcher. Excuse-moi, ma grand-mère gagnait. Elle gagnait au la mais au la ah non, je marchais, mais d'une manière. Déjà, rouler en voiture, tu prends un dodane, je criais. Désolée, il est quand même une certaine heure, je ne vais pas crier pour vous non plus. Donc du coup, c'était quelque chose, tous mes placards étaient en bas. Donc ça veut dire clairement que pour être autonome dans une maison, c'est quelque chose. Pour monter sur mon lit pas si haut que ça. J'ai pris un lit qui était à une hauteur agréable lorsque tu es enceinte. Mais j'étais obligée de me faire un marche. J'ai fait un marchepied, je ne sais même plus avec quoi. Mais je me suis fait un marchepied pour pouvoir monter sur le marchepied et me hisser sur mon lit sans douleur, sans... Franchement, les positions agréables pour dormir, ce genre de choses. Quand tu as eu une césarienne, c'était quelque chose. Sachant qu'à l'hôpital, on te donne de l'acupuncture, un dérivé de la morphine. Ça veut dire que je suis le genre de personne, j'ai un traitement pour la migraine. Parce que le Doliprane ne fonctionne pas sur moi. Tout ce qui est Doliprane, Efferalgan, paracétamol. Efferalgan, ça va fonctionner quand j'ai de la fièvre, il n'y a pas de souci. Mais paracétamol et Doliprane, non, ça n'a aucun... Ça sert de me donner, ça n'a aucun effet sur moi. Donc, j'étais à l'acupan et au spasfon à l'hôpital, sachant que je suis allergique à l'ibuprofène. Donc, je ne peux pas avoir tout ce qui est ibuprofène, ibuprofène. Je peux pas. Donc, j'étais à l'acupan et au spasfon à l'hôpital. J'ai dû rentrer chez moi le jour même, n'ayant pas la dose d'acupan du soir, avec juste du spasfon et du Doliprane. C'était quelque peu inutile, donc toute la douleur était sur ma personne. Ma mère croyait même que en fait, si on me voyait, je vais même pas dire ma mère parce qu'elle va me dire, mais frère, je dis pas, tu dis ça comme ça devant les gens alors que c'est pas vrai. Limite, on me voyait le soir, j'avais l'air quelque peu habitée parce que cette douleur-là, et je suis une personne, tant que j'ai mal, je peux pas trouver le sommeil. Donc c'était vraiment quelque chose. C'est le deuxième épisode le plus traumatisant de ma vie après l'accouchement même. Donc, je dis pas ça pour effrayer quelques jeunes filles qui voudraient avoir un enfant ou qui sont enceintes. Non, je dis pas ça. C'est une expérience qui est totalement personnelle, qui change d'une personne à une autre. Que n'ayez pas peur. Chaque accouchement est différent. Même pour une même personne, différents accouchements, ben, il n'y a pas photo, ils sont différents. Donc, ça change vraiment d'une personne à une autre. D'un accouchement à un autre, ça n'a rien à voir. Mais bon, bref. Moi, personnellement, c'était quelque chose de traumatisant, sachant que ma mère ne pouvait pas rester indéfiniment parce que j'ai 3 petits frères. Elle devait les gérer, remonter travailler, rentrer chez elle. Les premiers jours à la maison ont été compliqués, sachant aussi que lorsque ton enfant est à l'hôpital, tu tires le lait. Parce qu'elle était clairement pas un âge où je pouvais lui donner le sein. Ou même pas un âge, mais elle était clairement pas en taille de pouvoir prendre le sein, tu vois. J'ai tiré le lait, on allait à l'hôpital. Ma mère essayait de m'aider au maximum qu'elle pouvait. On a même pris des transports ensemble. C'était quelque chose. Heureusement que j'ai eu cette transition parce que c'est quelque chose. Les transports dans Paris, en plus, aux heures de pointe, les gens sont en train de courir. Donc, j'ai une cicatrice. Du moins, une cicatrice, c'est même pas à ce stade-là, c'est pas encore une cicatrice. Je viens de me faire opérer. Si je tombe, déjà là que vous dire ça là comme ça, mon corps n'est pas bien, je sens qu'il devient frêle là. Je peux limite tomber dans les pommes devant vous. Donc c'était quelque chose, c'était ma phobie du moment. Ça a été prendre les transports pour aller voir ma fille. Sachant que ma fille est toute seule à l'hôpital, ben, je suis maman célibataire. Donc, du coup, si je vais pas à l'hôpital, personne ne va y aller pour moi et personne ne va tenir compagnie à l'enfant, faire les pots à pot, faire ce qu'il y a à faire. Ben, écoutez, j'ai dû prendre mon courage entre mes deux mains, très prématurément. Ben, aller avec ma mère, commencer par aller avec ma mère, on a pris les transports ensemble, elle est venue avec moi à l'hôpital. Étant donné que ben, c'est ma mère qui avait personne d'autre, ben, ma mère a clairement pris, ben, normalement, c'est dans ces services-là, c'est le père et la mère. Mais vu que père inexistant, donc la mère, ben ma mère, eh ben, elle a pris sa place, donc elle pouvait rentrer dans le service avec moi. Et on allait voir ben, la petite chipie. Et bon, une chose en entraîne une, la volonté aussi, et ben le fait que j'ai pas vraiment le choix à la fin du mois de janvier, parce que ça s'est fait le 31 décembre, donc fin janvier, je pouvais aisément courir
dans les transports. Moi-même, ça m'a étonnée la vitesse à laquelle, quand même, je me suis remise, sachant que j'allais à la pharmacie pour chercher quelque chose par rapport à la cicatrice. Et j'avais croisé une dame qui aussi avait une césarienne. Et bon, lorsqu'elle a entendu, elle m'a dit, vous aussi, ça avait une césarienne? Je fais oui. Et elle m'a dit, mais moi, ça fait 3 mois que j'ai eu ma césarienne. J'arrive pas à... J'ai toujours des douleurs, j'arrive pas. Du coup, je me suis dit, il faut que tu y arrives. Et par chance, ma mère est très plante. Donc, du coup, elle a acheté comment on appelle ça? Des trucs là du style Naturalia, les épiceries bio, je sais plus comment on appelle ça. Elle a acheté des fleurs de souci. En fait, ça s'appelle fleurs de souci ou calendula. Qu'est-ce que les gens ont donné plusieurs noms à un même truc? Bref, donner un nom scientifique et puis un nom une fois pour toutes. Il n'y a pas donné plusieurs noms, appellations qui sont... On est où? Elle me fait des infusions de souci puisque c'est une plante qui a comme des vertus cicatrisantes et apaisantes. Et on massait la cicatrice avec de l'huile de souci ou calendula en fonction de l'appellation de certaines personnes féminines. Et voilà, donc c'est ça qui m'a permis de me rétablir au plus vite. Bon, je donne le plan au cas où certaines personnes passent par là et on espère que ça aidera. Donc je pouvais voir ma fille sans souci. Sauf que je rappelais du médecin qui m'a dit vous avez 4 options. Là, on est à 3 semaines de la naissance de l'enfant. On arrive à une des options. On avait déjà éliminé une option. Mais à déterminer laquelle des 3 options restantes que je subirais. Du coup, j'arrive à l'hôpital avec mon petit sac. Je vais voir ma fille. À peine je suis debout. Je suis en train de marcher le long de l'hôpital pour rentrer dans l'hôpital. Je reçois un appel du service en fait. Du coup, je décroche. C'est le médecin. Il dit oui, madame Intel, il faut que vous veniez le plus rapidement que possible parce que il y a un imprévu avec votre fille. Je sais même plus ce qu'elle a dit un imprévu. En tout cas, votre fille ne va pas bien. On va la transférer dans un autre hôpital parce que dans la nuit, son état s'est dégradé. Je suis là, mais qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui se passe? Moi-même, je suis à l'hôpital, j'arrive tout de suite. Donc, je fais vite, j'active mon mode de super sonique. Je me prends l'ascenseur, je monte, je marche vite et tout. J'arrive, l'enfant... Oh mon Dieu, l'enfant est intubé. Carrément, elle est intubée. Il y a une machine qui fait grave du bruit. C'était quelque chose. Par chance, il y a une infirmière qui m'a... c'est la première infirmière qui s'occupait d'elle. C'est la toute première, elle était là, elle m'a soutenue. Le médecin m'a comme expliqué. Donc, l'enfant a fait une entérocolite. C'est une espèce d'infection des intestins. C'est une bactérie qui cause ça. Bactérie E. coli là. Il y a aussi ceux qui ont la gastro, ils ont cette bactérie-là. Cette bactérie-là, ça donne pas seulement la gastro, ça donne aux nourrissons des entérocolites. Mais ça peut déclencher une entérocolite. Voilà. Et donc, du coup, ça veut dire que ma fille était dans un état quand même... elle était sous, comment on appelle ça, sous sédatif, sous traitement aussi. Elle avait des antibiotiques. L'infirmière m'a quand même aidée le temps que les assimilés aussi, tout ça, le temps que les ambulanciers arrivent. Donc, on est partis toutes les deux en direction d'un autre hôpital de Paris. En fait, cet hôpital-là a un bloc pour tout ce qui est bébé, puisque c'est un hôpital pour les enfants. Donc du coup, on est allé dans cet hôpital-là, on nous a installés. Ça a été un moment, en fait, là maintenant, quand je parle de ça, j'ai les frissons, je sais pas, je suis dans un... Je me sens un genre, tu vois. Et donc du coup, par chance, je sais pas qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui se déclenche dans la tête d'une maman qui vit ça, mais clairement, on avait l'impression que j'avais pas d'émotion. Mais en fait, tout ce que je pouvais ressentir était refoulé, mais en arrière-plan. En arrière-plan, c'est-à-dire que sur le moment, on avait grave l'impression de me regardant. J'étais stoïque, j'étais calme. Je prenais ce qu'on me disait. Je posais des questions. J'étais avec ma fille, j'essayais de la réconforter au mieux que je pouvais. Mais j'étais stoïque, franchement... Je vais même pas vous dire un détail, parce que si je vous dis ce détail-là, vous allez me dire que la fille que je suis pas bien dans ma tête, alors que je suis très bien dans la tête quand même. Je ne suis pas psychopathe pour qui ça. Je vais rien vous dire. C'est quoi, je vais faire, mais Voilà, vous avez compris. Fermoun. Et donc, désolée.
sortie d'hôpital là, 2 jours après l'arrivée, on m'a appelé, il était 7h du matin. Il était 7h du matin et mon portable était en mode ne pas déranger. Je vois que l'hôpital m'a appelé plusieurs fois. Je leur ai fait ne pas déranger. Je rappelle. Elle me dit oui, vous êtes madame Intel, la maman de Intel. Il faut que vous veniez le plus rapidement possible parce que dès qu'il y a une place au bloc, on emmène votre fille au bloc. Donc, j'ai sauté dans le premier Uber parce que là, on compte pas là. On regarde même pas le prix des Uber. En plus, à ce temps-là, c'était moins cher que là maintenant. Donc, du coup, je saute dans le premier Uber, je vais à l'hôpital, je vais dans le service. Ben, ma fille était justement en train de partir pour le bloc. On nous installe dans une salle d'attente. Clairement, je suis restée, je crois, 5 heures. Oui, 5 bonnes heures en salle d'attente. Dans la salle, en attendant qu'on me la remonte à l'étage pour que je puisse la voir. Ça a été clairement les 5 heures les plus longues de ma vie parce que je suis en train de tourner dans une pièce, la pièce est carrée, avec un tas de chaises. Il y a juste une fontaine à eau et puis voilà en fait. Donc j'appelle ma mère, j'appelle mes proches, on discute, ma grand-mère. Donc je peux enfin voir ma fille. Ma fille, tellement elle était bourrée de médicaments, de tout. Déjà, elle avait une tour de pousse-seringue. Parce qu'en fait, on délivre ça dans des seringues. Les seringues ont des tubulures qui sont reliées au cathéter. Les bébés comme ça, ils ont des cathéters centraux, je sais plus. Elle a une dizaine de pousse-seringues. Il y a des chiffres de partout. Tellement elle est bourrée de choses. L'enfant, elle a doublé de volume. C'est pas triplé, quadruplé, quintuplé, sextuplé, ce que vous voulez. Mais l'enfant n'est plus genre le petit bébé tout miniature, la petite miniature qu'il y avait avant. Son corps est œdémacié. C'est quelque chose. Quelques jours après, lorsque son état s'est stabilisé, visiblement ma ring light, elle ne veut pas se stabiliser. Je vais vraiment changer. Quand son état s'est stabilisé, on retourne à son hôpital de naissance où elle était de base hospitalisée. Elle est vraiment en hyper surveillance plusieurs jours. Du tout qu'elle a même eu des transfusions de plaquettes et de sang, tellement c'était critique. Et dans tous ces moments-là, c'est là qu'elle a choisi de faire son plus beau sourire. C'est même pas son plus beau, son premier sourire. L'enfant est dans un état pitoyable, calamiteux, limite. Mais c'est là qu'elle fait son plus beau sourire. Du moins son premier sourire. Mais c'était aussi son plus beau sourire parce que vu le monde dans lequel elle vivait, c'était vraiment magnifique. Donc voilà. Non mais franchement, ça m'a fait chaud au cœur. Mais bon, elle a eu plusieurs soucis santé au niveau de l'hôpital, elle a eu plusieurs opérations. À chaque fois, c'est la même chirurgienne, puisque oui, c'est une femme qui l'a opérée. C'est la même chirurgienne qui l'a opéré, qui a fait cette opération, et franchement c'est le top du top. Je pouvais pas imaginer meilleure chirurgienne parce que elle est là, elle t'explique, elle prend le temps de t'expliquer les choses, tu vas d'écouter tes questions, de demander comment est-ce que tu vas bien, ce genre de choses. Et franchement, c'est de ce que j'ai eu le temps de voir pendant l'autre où j'étais à l'hôpital, c'est pas moi les convoites. Donc voilà, franchement ça a été génial. Bon, elle a eu quelques péripéties, elle est quand même restée sur l'ensemble 1 an et demi à l'hôpital. Au final, elle y est sortie avec sonde, l'alimentation, parce que par rapport à toutes les intubations et quand les enfants sont enrhumés, on les glaire, on les aspire par le nez, par la bouche, donc tout ça a fait que ça l'a traumatisée, donc elle a ce qu'on appelle des troubles de l'oralité, donc elle ne mange pas. Et pour l'alimenter, du coup, c'est une sonde, ce qu'on appelle une gastrostomie, donc c'est un petit bouton qu'elle a sur le ventre, et donc du coup c'est par là qu'on lui donne à manger. Donc ça ne veut pas dire qu'elle ne sait pas manger, quoique si, un peu, vu qu'elle n'a vraiment pas vraiment mangé, elle a presque jamais mangé. À l'heure actuelle, elle mange petit à petit, elle mange quelques glaces. Parfois, il faut insister pour qu'elle puisse avaler un petit filou. Elle boit de l'eau, elle peut boire du jus, et c'est pas comme un enfant normal où par exemple tu vas pas lui donner genre du Schweppes, genre des sodas comme ça. Moi je lui donne. Et les gens le plus souvent, quand tu fais ça en public, les gens te regardent avec une manière de juger, mais vous ne savez pas. Donc étant donné que vous ne savez pas, gardez votre yeux, mon Dieu. Les gens ne font même pas peur les Français. Gardez vos yeux là où ils sont, parce que vous allez finir avec les yeux bloqués. Vos yeux vont rester bloqués d'une mauvaise façon, à force de mal regarder les gens et de les juger. Je le lui donne parce que tout ce qui est boisson pétillante, en fait, dès qu'il y a une variation, que ça soit dans la matière, le goût, il faut sauter sur l'occasion. Bien sûr, je ne vais pas donner à mon enfant du coca, mais des Schweppes, du petit
comment on appelle ça, le shampoing. Le shampoing, la première fois, limite, elle m'a crié dessus pour que je lui donne. Donc du coup, voilà. Elle est aussi atteinte de ce qu'on appelle le syndrome de Turner. C'est après, lorsqu'en fait, elle ne prenait pas de poids. Donc du coup, c'était très compliqué de la faire grossir. Parce qu'elle est quand même très menue. Du coup, ils ont fait des analyses génétiques et ils ont découvert qu'elle était atteinte du syndrome de Turner. C'est au niveau des chromosomes, en fait, voilà, c'est un syndrome qui ne touche que les filles. Parce que les filles, c'est XX. Oui, c'est XX. Désolée, j'ai eu un petit moment d'absence. Et en fait, il y a un des chromosomes qui éclaté. Mais quand je dis que le chromosome est éclaté, il est éclaté, mais d'une manière. Parce que bon, on m'a quand même montré des photos pour m'expliquer sur des choses et tout. Non, il n'y a pas de photo des chromosomes parce que les chromosomes, ça fait partie de l'ADN et que c'est pas un truc, il n'y a pas de photo. Par contre, il y a des dessins. Les gens font des dessins, les gens savent dessiner et des dessins explicatifs avec explication. Donc là, j'ai compris. Et donc, du coup, ça peut engendrer... Ben, en fait, c'est vraiment une carte, un menu à la carte, en fait. Ça peut engendrer des problèmes de... comment on appelle ça? À la puberté, des problèmes d'infertilité, de croissance. Elle peut devenir sourde, elle peut devenir aveugle. Je pense que j'ai fait le tour. Hein. Elle est suivie quand même pour ça. Non, mais ça, c'est commencé les injections d'hormones, je crois, cette année, si je ne me trompe pas. Et bon, hormis ça, elle a suivi aussi ophtalmo parce que mademoiselle porte des lunettes avec une correction. Oui, j'aimerais pas parler comme ça de ma fille. Si ça dérange quelqu'un, je sais pas, rien pour vous. Dernièrement, mais oui, dernièrement, parce qu'elle est suivie aussi en psychiatrie de l'enfant, parce qu'elle a aussi un léger retard dans la parole et dans le développement. Ben, qu'elle est atteinte de, si je me trompe pas, TSA, c'est troubles du spectre autistique. Oui, il y a un truc, quand tu deviens maman, franchement, tu connais un tas de termes. Tu connais un tas de... Du moins, tu apprends un tas de termes, un tas de choses, tu peux quand même expliquer. Et franchement, on a cette faculté que... Limite, je pense que si j'étais à la fac, j'aurais pas retenu les choses comme ça. Bon, ce qui est logique en même temps. Mais voilà, donc elle a aussi des troubles du spectre autistique. C'est quand même lourd. À la longue, du moins à la longue au quotidien, mais on fait avec, on n'a pas le choix, on gère et on va continuer de gérer. Donc voilà. Bon, je pense que j'ai fait le tour. Si vous voulez plus d'informations, je peux faire d'autres vidéos, ça me dérange en aucun cas. De toute façon, c'est ma vie pour le moment. C'est mon choix. Je rigole. Je peux faire des vidéos pour répondre à vos questions, ce genre de choses. Les petits jeunes qui sont restés, protégez-vous. On ne vous l'a dit pas assez. Oui, j'ai pas mes ongles de fait, mais protégez-vous. C'est important. C'est aussi important de réfléchir à sa vie, de réfléchir à la direction que vous voulez donner à votre vie. Je suis en train de faire la morale comme si j'étais vos parents. Non, en fait, vous êtes grands au bout d'un moment. Donc oui, je disais avant que la vidéo ne se coupe sur moi comme du n'importe quoi. Chaque action entraîne une réaction et c'est important. Donc là, c'est la seule fois que vous allez me voir vous faire la morale parce que clairement, je ne suis pas dans ça. Je ne suis pas dans ça du tout. Je suis ici pour déconner quand même, mais bon, ça m'empêche pas d'être sérieuse de temps à autre. Donc voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Si elle vous a plu, likez, partagez pour que certains évitent de faire des conneries, d'accord? Et commentez, abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Il y a des choses, franchement, ça promet. Enfin, j'espère que vous aimerez surtout. Et voilà, sur ce, passez une bonne soirée, une bonne journée. Vous savez déjà en fonction de l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Et bisous!